Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit, votre émission de lecture nocturne dans laquelle nous allons poursuivre la lecture des âmes mortes de Gogol. Mais avant cela, je vous donne la parole dans un nouveau numéro de la rubrique des questions-réponses de Lionel, une rubrique à laquelle vous pouvez participer soit par courrier postal en écrivant au 1 rue Les Enfants du Paradis 92 100 Boulogne-Billancourt, en adressant tout cela à la chaîne C8, à l'émission Voyage au bout de la nuit, à l'attention des questions-réponses de Lionel, ou pour ceux qui le souhaitent par la voie des réseaux sociaux en écrivant avec le hashtag VBN. Et dans cette rubrique, vous vous exprimez soit en m'envoyant vos propres textes que je lis ici à l'antenne, soit des questions, des remarques, des suggestions pour l'émission, des suggestions de lecture, s'il y a des auteurs qui vous parlent plus que d'autres. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous m'envoyez des étymologies de mots, des origines d'expressions, des anecdotes intéressantes, rigolotes, croustillantes, sur des acteurs de la littérature, qu'ils soient éditeurs, auteurs ou que sais-je encore. En tout cas, voilà, vous m'écrivez. Et ce soir, c'est Daniel Thomas qui m'a envoyé cette charmante lettre par courrier postal, donc à l'adresse que je viens de vous donner, au 1 rue Les Enfants du Paradis. Et je découvre avec vous cette lettre donc, de Daniel Thomas, que je remercie infiniment de participer à la... Alors, j'ai toutes vos lettres ici, hein. Voilà, elles sont toutes ici. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Voilà, il y a des grandes, des petites. Voilà, il y a un peu de tout. J'ai tout votre courrier là. Et au fur et à mesure des émissions, dans chacune des émissions, je mets à l'honneur un téléspectateur ou une téléspectatrice. Alors, ici, c'est une lettre donc de ce cher Daniel Thomas qui nous envoie un petit texte, voilà, qu'il aimerait voir lu dans l'émission. C'est un texte qui est daté du 3 juillet 2017 parce qu'effectivement il y a un peu de retard puisque je fais d'émission en émission comme ça. Je ne veux pas en faire plusieurs par rubrique des questions-réponses parce que je voudrais laisser la part belle à chacun des téléspectateurs que je lis ici à l'antenne. Donc voilà, je fais un téléspectateur. Quoique, c'est bête ce que je dis, je devrais en faire plusieurs, comme ça il n'y aurait pas trop de retard. Tiens, je vais en ouvrir une deuxième. Alors, effectivement, nous avons ici cette lettre donc, de Daniel Thomas, donc, qui m'écrit un texte que je vais lire. Hello Aladdin. Alors, Aladdin, parce que vous le savez, on est tous ici des lecteurs, conteurs, des comédiens, et je joue le rôle d'Aladdin par ailleurs au théâtre. Hier matin, j'ai fait le show à la batterie avec Mano. J'arrive pas bien à lire. Je suis un petit peu cueilli là par l'écriture. Ah oui, un musicien qui a eu son heure de gloire avec le groupe Hexagone. Manu a fait partie de l'équipe du château d'Hérouville avec Michel Magne. Voilà. Vous voyez, on donne la parole à tout le monde. Vous pouvez tout dire dans cette émission. Une longue et belle histoire qui s'est un peu terminée en eau de boudin. Mais bon, c'est la vie. Eau de boudin. Terminé en eau de boudin, c'est important cette expression, j'en profite, merci à Daniel Thomas de m'envoyer ce texte, parce qu'on pense souvent, on prononce mal que c'est en nœud de boudin, c'est en eau de boudin, et un jour dans la rubrique des questions-réponses, je me le note, je vous expliquerai d'où vient cette expression concrètement, de quel siècle, de quelle expression déformée vient cette eau de boudin, je vous le promets. Affaire à suivre. J'aime bien faire le bœuf avec Manu à la batterie. Voilà. Eh bien, merci. Un gros bisou à toute l'équipe. Bonne chance pour Aladdin et la suite. Amitié, Daniel. Merci infiniment, Daniel Thomas. Alors, on a d'autres courriers. Tiens, celui-ci, il est signé Thierry. Thierry, très sympathique. Cher Lionel, je me réveille de bonne heure le matin et j'allume mon téléviseur en buvant mon café. Je suis tombé par hasard sur votre émission il y a environ 1 an. Et j'apprécie particulièrement Néphaël. Mais je trouve à mon goût qu'on ne la voit pas assez. Et c'est regrettable. Il y a quelques lectrices qui sont super, Christelle Picot, Florie, Victoria et Marie. Elles me charment. Elles parlent bien, elles sont mignonnes et sexy. On ne les voit pas beaucoup. Et votre caméraman, il faut le changer, il est nul. Et quant à toutes les autres lectrices, ce sont... Voilà. Des filles qu'il apprécie un petit peu moins. Je pense qu'il faut tenir compte de l'avis des téléspectateurs. Vous avez besoin de tout le monde pour la continuité de votre émission. Je suis un téléspectateur fidèle de votre émission, mais c'est suivant la lectrice. Bonne continuation. Faites de grosses bises de ma part,
à mes lectrices préférées. Eh bien, cher Thierry, je n'y manquerai pas. Je ferai de grosses bises de votre part à toutes les lectrices que vous citez dans votre courrier. Et je vais rebondir sur deux choses que vous dites dans votre lettre. La première, que vous suivez l'émission, mais c'est selon les lectrices. Eh bien, c'est justement la richesse du programme. C'est que les lectrices, les lecteurs sont tous différents à chaque fois. Et donc, la narration est amenée différemment. Et c'est justement la grande richesse de ce programme. Et donc, c'est normal et logique. Et on ne vous en veut pas, bien au contraire. C'est un choix éditorial que de permettre à chacun de s'y retrouver et de permettre à ces lectures de trouver des échos différents, dans des voix différentes, dans des narrations différentes, dans des rythmiques différentes. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, vous n'êtes pas satisfait du caméraman, eh bien sachez, cher Thierry, je vais vous décevoir, qu'il n'y a pas de caméraman. Non, il n'y a pas de caméraman. D'ailleurs, Serge, le réalisateur de l'émission, va filmer l'émission à l'envers, voilà, le plateau à l'envers. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image qui est filmée par une caméra qui est un petit peu désaxée, qui est proche de moi et qui filme ce que moi je vois. Et donc, on voit les caméras. Ce sont des caméras automatiques placées sur des pieds. Il n'y a pas, cher Thierry, de caméraman. Alors, on ne peut pas en changer. On entend les retours des téléspectateurs. On a envie d'y répondre. On a envie de répondre favorablement à tous ces retours. On a envie d'être avec vous. Mais on ne pourra pas changer le caméraman parce qu'il n'y en a pas. Et oui, c'est triste, c'est comme ça. C'est peut-être d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de caméraman que vous n'êtes pas satisfait du cadre, mais sachez qu'on se donne le mal qu'il faut pour que les lectrices, les lecteurs, les invités, les auteurs qui viennent sur ce plateau, pour que tout le monde soit le mieux cadré du monde. On salue d'ailleurs tous les réalisateurs qui se succèdent dans cette émission, qui viennent réaliser, que ce soit Serge, que ce soit Pavol, voilà, tous ceux qui ont donc la lourde tâche de réaliser cette émission. On les salue parce qu'ils font un travail formidable, on les aime très fort et c'est toujours très bien réalisé. Voilà pour les courriers. Alors il y en a plein d'autres, hein. Je pourrais y passer toute l'émission. Malheureusement, c'est pas l'intérêt, c'est pas le but du jeu, mais on y reviendra, on lira. Et puis vous voyez que je suis quand même assez honnête quand même, puisque j'ouvre les courriers parfaitement au hasard et que je pourrais tomber sur des courriers pas très sympathiques, mais je donne la parole à tout le monde. Tiens, on en a un autre et puis après on arrête. Il est signé Patrick Marin qui nous écrit et qui nous envoie des cartes. Pour Lionel Cecilio et toute son équipe, bonne fin de vacances et à bientôt à la rentrée. Amitié cordiale Patrick, dessin de moi au stylo des arènes d'Arles. Alors regardez ça si c'est pas beau. Voilà les arènes d'Arles, faites par Patrick, un téléspectateur qui nous écrit, qui nous envoie de très jolis dessins. Voilà, fait par lui. C'est très sympathique. Merci. On reçoit tout, on ouvre tout. N'hésitez pas à continuer à nous écrire. 1 rue Les Enfants du Paradis 92 100 Boulogne-Billancourt par courrier postal ou hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Et on répond. Hashtag VBN, on est au taquet, on est sur le coup. Tout le monde répond. Voilà, la rubrique est maintenant terminée. On va pouvoir se replonger dans la lecture. Alors cette lecture, mais quelle lecture! C'est celle des âmes mortes de Gogol. J'adore. Je suis sûr que vous passez un très très bon moment à l'écoute de cette lecture. D'ailleurs, ça fait plusieurs émissions qu'on vous la propose. On va d'ailleurs reprendre là où on s'est interrompu lors de la précédente émission. Je vous souhaite une très très belle écoute et surtout restez avec moi parce qu'on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Très belle écoute à vous. Non, mon cher, inutile, je ne jouerai plus avec toi. Bon, tu ne veux plus jouer? Ah, tu sens toi-même qu'on ne peut pas jouer avec toi. Parle net. Tu ne veux plus jouer? Reprit Nozdrioff en s'approchant de plus en plus. Non, je ne veux plus, trancha Tchitchikov en se protégeant à tout hasard le visage, car l'affaire devenait chaude. Cette précaution n'était pas inutile. Le bras de Nozdrioff ayant déjà décrit un grand moulinet, l'une des joues de notre héros eût fort bien pu se couvrir d'une ineffaçable flétrissure. Mais Tchitchikov, parant le cou, l'empoigna par le bras et lui serra ce bras trop entreprenant. « Porphyre! Pavlouchka !» hurla Nozdrioff, fou de rage, en essayant de se dégager. À ces mots, Tchitchikov, ne voulant pas rendre les domestiques témoins d'une scène scandaleuse et comprenant l'inutilité de retenir Nozdrioff, lâcha celui-ci. Au même instant accourut Porphyre, suivi de Pavlouchka, robuste gaillard avec lequel il n'eût pas fait bon à voir Maïa partir. « Alors, tu ne veux pas terminer la partie » demanda Nozdrioff. « Réponds franchement. »« Impossible » dit Tchitchikov en lorgnant la fenêtre. Il aperçut sa britchka attelée, Célifane, qui n'attendait qu'un signe pour venir se ranger contre le perron, mais les deux lourdeaux de laquais barraient la sortie. « Alors, tu ne veux pas terminer la partie ?» répéta Nozdrioff cramoisi. « Si tu jouais en galant homme, mais comme ça, je ne peux pas.
Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la lecture que Nozdriov triche effrontément à cette partie de dame. Ah, tu ne peux pas, crapule. Tu te crois perdu et tu ne veux plus jouer. Tapez dessus, cria l'énergumène en saisissant une lourde pipe de merisier. Tchitchikov, pâle comme un linge, voulut parler, mais ses lèvres remuaient sans émettre aucun son. « Tapez dessus !» hurlait Nozdriov en avançant, chibouk en main, face écarlate, corps en sueur, comme s'il montait à l'assaut d'une imprenable forteresse. « Tapez dessus !» hurlait-il de la même voix qu'un casse-cou de lieutenant dont la folle bravoure doit toujours être modérée par un ordre du jour spécial, crié à son peloton. « En avant !» Au cours d'une attaque décisive, emporté par son ardeur, notre lieutenant perd la tête, se croit un Souvorov, brûle d'accomplir une action d'éclat. « En avant, les gars !» crie-t-il impétueusement, sans comprendre qu'il nuit au plan général d'attaque, que des milliers de fusils sont braqués aux embrasures des inaccessibles murailles, que son faible peloton sera réduit en poudre, qu'une balle fatale va mettre un terme à ses cris belliqueux. Si Nozdriov tenait assez bien l'emploi d'un lieutenant en délire, le bastion qu'il attaquait, loin de paraître inexpugnable, tremblait tout simplement de peur. La chaise dont il voulait se couvrir lui avait déjà été arrachée par la velataille. Déjà plus mort que vif, il s'apprêtait à tâter du chibouk. Dieu sait ce qui serait advenu de notre héros si le sort n'eût daigné le sauver, lui sauver les côtes, les épaules, lui sauver toutes ses nobles parties. Un tintement fêlé de gros lots sembla soudain tomber du ciel. Un bruit de roue vint mourir au perron. Le lourd halètement des 3 chevaux à bout de souffle retentit jusque dans la pièce. Instinctivement, tout le monde se tourna vers la fenêtre. Un personnage moustachu, en tunique à moitié militaire, sauta d'une télègue et, après enquête dans l'antichambre, pénétra dans la pièce au moment où Tchitchikov, mal remis de son effroi, se trouvait dans la plus pitoyable situation que mortel eût jamais connue. « Monsieur Nozdriov, s'il vous plaît » demanda l'inconnu tout ébahi et des visages en tour à tour, Nozdriov qui brandissait son chibouk et Tchitchikov qui se remettait difficilement de son émoi. « Tout d'abord, à qui ai-je l'honneur de parler » rétorqua Nozdriov en s'avançant vers le nouveau venu. « Au capitaine Ispravnik. Et que désirez-vous ? Je viens vous prier par ordre de vous tenir à la disposition de la justice jusqu'au prononcé du jugement dans le procès qui vous a été intenté. » Quel procès ? Vous êtes impliqué dans l'affaire Maximov. Ce propriétaire vous accuse d'avoir, au cours d'une orgie, exercé des violences sur sa personne. Vous l'auriez fait battre de verge. Vous mentez. J'ignore totalement le propriétaire Maximov. Monsieur, permettez-moi de vous dire que je suis officier. Si bon vous semble, parlez sur ce ton à vos domestiques. Quant à moi, je ne saurais le supporter. Sans attendre la réponse de Nozdriov, Tchitchikov saisit son chapeau et, se dissimulant derrière le capitaine Ispravnik, gagna au plus tôt le vestibule. Une fois dans sa britchka, il ordonna à Sélifane de lancer ses chevaux à toute vitesse. Chapitre 5. Décidément, notre héros avait eu une belle peur. La calèche roulait à toute vitesse, le domaine de Nozdriov avait depuis longtemps disparu parmi les champs et les collines, mais Tchitchikov jetait toujours en arrière des regards angoissés. Il se croyait poursuivi, respirait difficilement et sentait, quand il y portait la main, son cœur tressauter comme caille en cage. « Ah, l'animal ! Quel mauvais quart d'heure il m'a fait passer ! Ici, 1000 imprécations, 1000 gros mots s'abattirent sur Nozdriov. Que voulez-vous ? Tchitchikov était russe et de plus en colère. Et puis, il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Sans le capitaine Ispravnik, se disait-il, il m'aurait peut-être fallu dire adieu à la lumière du jour. J'aurais disparu sans laisser plus de traces qu'une bulle de savon à la surface de l'eau, sans léguer à mes futurs enfants ni patrimoine, ni bonne renommée. Notre héros se souciait beaucoup de ses descendants. Quel vilain monsieur, songeait de son côté Sélifane. Je n'en ai encore jamais vu de semblable. Je lui cracherais volontiers à la figure. Mieux vaut refuser la nourriture aux gens que priver les chevaux de la leur. Le cheval aime l'avoine, c'est sa pitance à lui. Les chevaux, eux aussi, paraissaient tenir Nozdriov en piètre estime. Le bai, l'ascenseur, le tigré lui-même était de fort méchante humeur. Celui-ci recevait toujours la plus mauvaise avoine et Sélifane
ne la versait dans son auge qu'après l'avoir au préalable traitée de fripouille. Cependant, c'était toujours de l'avoine et non du foin. Il la mâchait avec plaisir et fourrait souvent, surtout en l'absence de Céliphane, son long museau dans l'auge de ses camarades pour goûter leur part. Mais rien que du foin. Quelle horreur! Tout le monde était mécontent. Mais bientôt, les mécontents furent brusquement arrachés à leur rêverie. Tous, cocher compris, ne revinrent à eux qu'en se voyant presque enfoncés par une calèche attelée de 6 chevaux et en entendant presque au-dessus d'eux les cris des dames qui l'occupaient et les injures de l'autre cocher. « Ah, coquin! Ne t'ai-je pas crié de tenir ta droite? Serais-tu soûl par hasard ?» Céliphane se sentait coupable. Mais en bon russe, il ne voulut pas l'avouer et répliqua d'un air digne. « Et pourquoi cours-tu le galop? Aurais-tu laissé tes yeux en cage au cabaret ?» Alors, seulement, il se mit en devoir de faire reculer sa britchka, mais ne réussit pas à la dégager, tant les 2 attelages étaient enchevêtrés. Le tigre flairait avec curiosité les nouveaux amis qui lui pressaient les flancs. Cependant, les 2 occupantes de la calèche regardaient cette scène avec épouvante. L'une était âgée, l'autre toute jeune, 16 ans environ. Des cheveux dorés, lissés à ravir, couronnaient sa tête menue. Le bel ovale de son visage affectait la forme de la blancheur transparente d'un œuf frais pondu, alors que, miré par une fille aux mains brunies, il laisse passer les rayons du soleil. Ses oreilles fines, diaphanes, rougissaient sous la chaude lumière qui les pénétrait. L'effroi tenait ses lèvres entr'ouvertes. Des larmes perlaient à ses yeux. Tout cela faisait un spectacle si charmant que notre héros le considéra quelques instants sans prêter aucune attention aux démêlés entre chevaux et cochers. « Mais recule donc, vilain corbeau !» criait le cocher de la calèche. Céliphane tira les guides et à lui, l'autre l'imita, les chevaux reculèrent un peu pour aussitôt se rapprocher de plus belle, en s'empêtrant dans les traits, enchanté du nouvel ami qu'il s'était fait de la sorte. Le tigré ne voulait à aucun prix s'en séparer, le museau sur le cou de la camarade, et il lui murmurait des paroles sans doute bien futiles, car l'autre secouait continuellement les oreilles. Et le tumulte attira enfin les paysans d'un village heureusement voisins. Pareils spectacles sont pour notre moujik une vraie bénédiction. Il y court comme les étrangers se précipitent au club ou sur les gazettes. Aussi, l'attroupement fut-il bientôt considérable, il ne resta au village que les vieilles femmes et les enfants en bas âge. On relâcha les traits, quelques coups de poing sur le museau du tigré le firent reculer. Bref, on réussit à dégager les 2 attelages. Mais soit dépit d'avoir été séparés de leurs nouveaux camarades, soit simple caprice, les chevaux des voyageuses, sourds aux coups de fouet du cocher, se refusaient à bouger. L'empressement des villageois atteignit le comble. Chacun voulait donner son conseil. « Hé! Hé! Andriouchka! Prends au mort le bricolier de droite. Père Mitiaï! Enfourche le timonier. Allons, grimpe, Père Mitiaï !» Mitiaï, long bonhomme dégingandé à la barbe rousse, sauta sur le timonier. Il y parut semblable à un clocher de village, ou plutôt à la longue gaffe qui sert à tirer de l'eau dans les campagnes. Le cocher eut beau cingler ses bêtes, le père Mitiaï perdit sa peine. « Attends, attends, attends !» crièrent les moujiks. « Père Mitiaï, cède ta place au père Miniaï et grimpe sur le bricolier !» Sans se faire presser, le père Miniaï, colosse à barbe d'ébène, ventripotent comme un samovar, monstre où bout le sbitaine de tout un marché transi de froid, grimpa sur le timonier qui faillit crouler sous son poids. Est-ce qu'ils allaient réussir à enfin faire repartir ces 2 calèches dans les directions qui étaient les leurs avant cet accident? C'est la question qui reste en suspens, car cette émission, vous l'avez compris, va s'arrêter dans quelques secondes à peine. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez la revoir, ainsi que toutes les autres émissions, sur le replay qui vous est proposé sur le site internet de notre chaîne www.c8.fr. Et puis, vous dire enfin que nous, on se retrouve très vite sur C8 pour la suite de la lecture des âmes mortes de Gogol. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur C8.